lycée phare, de ce lycée option, qui est un phare dans l'éducation nationale, le lycée Limamoulaye, au lycée de référence. M. Diallo ne cesse de s'ouvrir, d'innover et de chercher aussi les partenaires en vue de booster et d'augmenter davantage cette réputation qu'a ce lycée. Forgé par d'anciens collègues, voilà, une belle administration et le challenge est bien parti avec lui. Et nous sommes heureux d'être au moins sur le plan stratégique en mettant cette salle à votre disposition. Et la synthèse que vous allez faire aujourd'hui, spécialement à moins de 72 heures de votre bac qui va venir, est quelque chose qui permet juste de réajuster. Parce que les connaissances ont été placées. Je vous l'ai déjà dit. Le bac, dans une de mes classes, j'ai vu un élève mettre comme quoi le bac c'est une affaire de chance. J'ai dit, ben non, c'est dommage, mais c'est le résultat d'un engagement. On ne peut pas faire sa seconde, sa première, jusqu'à sa terminale qui ferme l'année avec le diplôme pour négocier le bac. Diallo ne veut pas d'élèves qui parlent de bac, il veut d'élèves qui parlent de mention. Mais le bac, il est déjà dans la poche. Nous ne sommes pas en terminale pour négocier le bac. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis père d'une famille de jeunes filles. Voilà, j'ai qu'un seul garçon, mais véritablement, les filles sont de vrais lions. Dans la maison, on a dépassé modestement la problématique d'avoir le diplôme. On discute en termes de rang et de classement. Et cette philosophie, nous ne cessons de vous le dire, les filles. Et cette philosophie incarnée par vos autorités. Ce pays, quand on se met à faire le diagnostic de l'éducation, le phénomène qui part de l'Europe commence à assaillir notre pays. On parle de génération alpha, de la déperdition des connaissances. L'école, au-delà de la triptyque qui est visée depuis l'humanisme qui ouvre vos cours au VIe siècle, vous avez dedans le radical humain, confiance et foi en l'homme. Voilà, à travers la quête de la connaissance et des savoirs, vous vous rappelez, avec votre prof de lettres, voilà, comme vous disait le sage Gargantua à son fils Pantagruel, que rien ne te soit inconnu. Cherche la conscience, voilà, cherche la connaissance, mais au-delà de cette connaissance aussi, capter une bonne éducation. Car, comme disait le sage Salomon, connaissance n'entre point en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Avait dit Rabelais au 16e. Mais aujourd'hui, et Mariama reprend un écho qu'aujourd'hui on semble donner plus d'informations que d'éducation. Ce n'est pas fortuit sur le gouvernement du Sénégal à dégager un concept qui s'appelle Nouvelle Initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. L'acronyme donne un adjectif wolof, nité. Aujourd'hui, cette nité, cette attitude, j'aurais pu dériver comme Senghor qui a parlé de négritude pour parler de nitéide. Cette nitéide semble manquer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des formes humaines, mais qui n'ont pas cet humanisme. Le professeur de philosophie aurait parlé de nature et de culture. Nature, c'est ce que nous partageons avec les moutons de Tabaski, vos parents. La culture, ce sont les valeurs, l'éducation, la formation. Et aujourd'hui, cette humanité semble faire plus de place à la nature qu'à l'humanité. Donc, il faut vous cultiver, chercher des diplômes, soyez de belles âmes, faites plaisir à vos parents, faites plaisir à vos professeurs, relevez ce défi, car vous le pouvez et vous devez le faire. Voilà. Et donc, M. Diallo, nous sommes vraiment honorés et à vos collègues, à vos éléments, vos collègues professeurs, nous vous renouvelons la disponibilité de ce foyer à vous accueillir et à vous accompagner. C'est nous-mêmes qui sommes honorés de vous accueillir et devant votre proviseur, vous faites la promesse de relever le défi du bac. Inch'Allah. Nous, on va prier pour vous, mais aussi décrochez-le. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Et bonne chance. Une telle sommité dans le milieu de l'éducation, s'il prend la parole, finalement, moi, je n'aurai pas grand-chose à dire. Mais cependant, on essaiera toujours. Je tiens d'abord à remercier les professeurs, surtout le collègue qui vient de Thiès, qui a fait des kilomètres pour venir vous soutenir, n'est-ce pas, dans la préparation de ce bac. Bon, on va faire un petit discours très rapidement parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et on a déjà empiété sur le timing. Donc, chers élèves de la terminale STEC, chers professeurs et monsieur le directeur, c'est avec un immense honneur et une joie non dissimulée que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que proviseur du lycée Seydina Limamoulaye pour l'ouverture de cette séance de synthèse des professeurs d'économie. Un moment crucial pour vous jeunes, esprit brillant à l'aube de l'examen du bac technique.
Cette période de préparation est sans doute l'une des plus intenses de votre parcours scolaire. Elle exige discipline, rigueur et engagement. Mais je tiens à vous rassurer. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, comme l'a dit tout à l'heure le directeur. C'est vous qui allez écrire, mais nous avons nos chapelets et nos prières pour prier pour vous. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. L'ensemble de la communauté éducative du lycée Seydina Limamou Laye est à vos côtés, prête à vous accompagner et à vous soutenir. Au lycée Seydina Limamou Laye, nous avons toujours eu à cœur de vous offrir une formation de qualité, une formation qui vous prépare non seulement à l'examen, mais aussi à la vie. La filière ESTEC est une voie d'excellence qui vous donne d'outils essentiels pour comprendre les rouages du monde économique et social qui vous entoure. C'est que les compétences que vous avez acquises en économie, en gestion en droit, sont des atouts précieux. Elles vous permettront de décrypter les enjeux contemporains, d'analyser les défis, de participer activement à la construction et à l'avenir de notre pays, le Sénégal et au-delà. Mes chers élèves, les semaines à venir ou les 3 jours qui restent sont décisifs. Je vous exhorte à redoubler d'efforts, à consolider vos acquis, à combler vos éventuelles lacunes. Voici en quelques mots des conseils que je vais vous donner. Organisez votre temps de manière optimale. Maîtrisez les fondamentaux, je sais que vous l'avez déjà maîtrisé. Entraînez-vous intensément aussi. Réinteragissez avec les professeurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous êtes en train de faire une synthèse pour en fait remettre en place ce qui a été fait depuis le début de l'année. Je crois en chacun de vous. J'ai été témoin de votre progression, de votre détermination, de votre intelligence, parce que j'ai eu à assister à EcoGES, n'est-ce pas, la journée d'EcoGES. Vous avez les capacités de réussir. La confiance en soi est un moteur puissant. Affrontez cet examen avec sérénité, en étant convaincu de vos compétences que vous allez réussir. Le baccalauréat est une étape importante, un jalon dans votre parcours éducatif, mais il ne doit pas être une source d'angoisse paralysante. Quand vous êtes stressé, vous êtes limité. Et quand vous êtes limité, vous pouvez pas vous en sortir. J'ai l'habitude de dire que le bac, c'est pour les élèves qui sont moyens. Vous avez 10, 9, 50, vous avez le bac dès le premier tour. Et nous, on ne parle pas de bac, on parle de mention. Je suis convaincu que vous allez, Inch'Allah, réussir votre bac. Mais je veux des mentions. Et c'est vous qui ouvrez la nouvelle ère de la nouvelle direction du lycée Limamou Laye, parce que nous sommes tous des nouveaux. On a été certes des professeurs de Limamou Laye, mais nous, par rapport au management, nous sommes nouveaux. Et nous voudrons, vous les élèves de ESTEC, qui commencez le bac, que vous le fassiez avec brio, que les mentions pleuvent comme la forte pluie qui est tombée aujourd'hui sur Tambacounda. Au nom de l'administration du lycée Seydina Limamou Laye, à mon nom personnel, je vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite. Nous sommes fiers de vous, nous sommes persuadés que vous ferez l'honneur à notre établissement. Que la réussite soit au rendez-vous et vous accompagne. Je vous remercie. Vous avez déjà le programme avec vos différents professeurs. Nous n'allons être là que pour revisiter avec vous le programme, vous donner en tout cas les derniers conseils. Comme ça, à chaud, lundi, Inch'Allah, vous serez prêts et vous serez dans les conditions optimales pour affronter cette épreuve en sciences économiques et sociales. Je rappelle que c'est une synthèse de sciences économiques et sociales. Vous le ferez lundi. C'est le lieu aujourd'hui de se concentrer pour faire les derniers réglages. Aujourd'hui, on fait les derniers réglages. Maintenant, pour que les derniers réglages puissent se faire correctement, il faut qu'il y ait des élèves qui nous suivent. Il faut qu'il y ait des élèves qui nous écoutent. Sans quoi, c'est comme si la journée n'aurait pas sa raison d'être. Donc, je vous demande solennellement de faire preuve de discipline pour qu'on puisse commencer les activités normalement. Comme l'a dit tout à l'heure le proviseur, à 14 h, il y a déjà la prière du vendredi. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser 14 h. Et il est déjà 11 h. Ça veut dire qu'on n'a que 3 heures de temps pour faire 3 parties. Quelles sont ces 3 parties-là? Quelles sont ces 3 parties-là? Nous allons donner à Moussé Faye, en tout cas, le micro, après l'avoir remercié, le saluer aussi du déplacement qu'il a fait, de sa modestie, parce que peut-être il y a plusieurs professeurs au lycée Limamou Laye, on peut le dire. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour être là, mais ils sont là, disponibles à venir vous donner leurs connaissances. Il va parler
de tout ce qui est croissance, développement, sous-développement, stratégie de développement, facteurs de développement. Donc on est dans la théorie de l'économie du développement. C'est lui qui va faire la synthèse tout à l'heure en premier lieu. Lorsqu'il fera son résumé ou son exposé, il va certainement nous donner parole pour qu'on puisse faire nos contributions et à la suite de cela, vous allez prendre parole pour contribuer et demander des questions par rapport à ce thème-là. La deuxième partie va être en tout cas exposée par M. Gueye, l'éminent professeur M. Gueye. Il faut vraiment l'applaudir, quoi. Il faut vraiment l'applaudir. Donc M. Gueye va essayer, en tout cas va faire l'exposé sur tout ce qui est commerce extérieur, tout ce qui est commerce international, tout ce qui est mouvement international de capitaux. Après son exposé, on fera de même et vous allez poser éventuellement vos questions et vous ferez des contributions qu'il faut. Maintenant, en dernier lieu, certainement on aura le temps, il faut qu'on fasse vite, cher professeur. Je vais moi-même vous donner des conseils méthodologiques. Parce que qui dit, en tout cas, épreuve en économie, cette épreuve-là, elle est scindée en deux parties. Un travail préparatoire où on aura besoin à ce que l'élève puisse faire, en tout cas, puisse déceler un certain nombre de connaissances. Mais dans la deuxième partie, vous aurez besoin de maîtriser comment on fait la question d'argumentation. Et on est là pour vous donner les derniers, en tout cas, conseils par rapport à cette question d'argumentation-là. Je pense, M. Gueye, cher professeur, sans plus tarder, nous pouvons donner la parole à l'éminent professeur Moussa. Les éminents professeurs M. Babou et M. Gueye, je peux dire que mes premiers pas dans l'enseignement ont été guidés, soutenus et orientés par ces deux grands professeurs que vous voyez là à côté de moi et qui ont été vraiment très généreux pour m'inclure dans leur groupe et me guider dans mes premiers pas pour devenir professeur d'économie. Donc, nous sommes santé à et vraiment on ne l'a pas regretté parce que même si nous sommes à un niveau pareil, parce que tout simplement on a eu la chance d'avoir des grands comme eux. Comme l'a dit tout à l'heure M. Babou, donc on a l'habitude de faire des synthèses et c'était toujours nous trois qui faisions cette synthèse-là. Mais cette année-ci, avec les problèmes qu'on a au lycée, on a jugé nécessaire de venir ici et de vous l'offrir gratuitement. Et il faudra en profiter. Parce que même, nous sommes dans un monde où le capitalisme a vraiment occupé tous les terrains. Donc si toutefois vous avez la chance de pouvoir profiter de la connaissance ou bien de l'expérience d'aussi grands professeurs, il faudra suivre correctement, prendre note et au besoin poser des questions, comme l'a dit M. Babou, et on va essayer de répondre et de vous donner le maximum de chance, Inch'Allah, pour réussir au bac. Maintenant, comme on dit toujours, commencer n'est pas facile, donc comme nous sommes le plus jeunes, donc on va commencer et on nous a donné la tâche de vous faire une synthèse sur la première partie par rapport à la croissance, au développement, au sous-développement et aux facteurs de développement. Moi, je suis convaincu d'un fait. Un élève ne peut pas avoir une bonne base en économie s'il n'est pas à l'aise dans la première partie. Parce que quel que soit le thème qui sort au bac, il y a une forte corrélation entre ce thème et les notions de croissance et de développement. Donc il faudrait que tout un chacun puisse être bien préparé par rapport à cela, avoir le maximum d'informations pour pouvoir s'en sortir et avoir une bonne note au bac. Parce que l'économie a un rôle très important. Le premier rôle de l'économie, c'est quoi? C'est une matière dominante à coefficient 6 que tout le monde connaît. Le deuxième rôle le plus important pour moi, c'est la première matière que vous aurez à faire le premier jour du bac. Donc si l'économie, ça marche, même si l'élève n'était pas bien en compta ou en maths, il va gagner en confiance et il va se dire « je peux le faire ». Mais si par malheur, l'élève passe à côté le jour de l'économie, ça peut impacter négativement sur les autres matières, même s'il était bien dans les autres matières. Donc il faudrait vraiment bien se préparer en économie. Donc, pour ce faire, on va essayer de revenir d'abord sur les notions de croissance et de développement que tout le monde connaît. Mais moi, comme l'a dit tout à l'heure M. Babou, par des soucis de temps, je vais beaucoup plus m'appesantir sur la relation qu'il y a entre la croissance et le développement. D'abord, comprenez une chose. Montrer que la croissance est nécessaire ou bien conduit au développement revient tout simplement à montrer que la croissance a un certain nombre d'avantages et c'est ces avantages-là qui vont participer effectivement à l'atteinte du développement. Et je le dis souvent,
les questions de croissance et de développement devraient être faciles pour nous. Parce que nous, on est un pays sous-développé, donc on vit la pauvreté. Donc pourquoi on vit la pauvreté? Parce qu'on ne travaille pas. Pourquoi on vit la pauvreté? Parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures. Pourquoi on vit la pauvreté? Parce qu'on a du mal à se soigner. On ne mange pas à notre faim, etc. Donc, en prenant en compte toutes ces informations, on pourrait comprendre facilement pourquoi la croissance va être effectivement un facteur de développement. D'abord, j'ai dit tout à l'heure, on est sous-développé parce qu'on ne travaille pas. Mais dans ce cas, la croissance pourrait nous permettre d'atteindre le développement parce que la croissance va nous permettre effectivement de pouvoir accéder beaucoup plus facilement à l'emploi. Et cela se comprend. Pourquoi? Parce que tout simplement, la croissance, c'est quoi? C'est l'augmentation de la production d'un pays. Mais si la production augmente, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises sont censées générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et si toutefois le chiffre d'affaires augmente, l'entreprise va générer une épargne supérieure, donc elle est censée investir. Plus on investit, plus on est tenté d'augmenter davantage la production et il nous faudra effectivement recruter des travailleurs. Et dans ce cas, il y aura une baisse du taux de chômage. Et en réponse, lorsque le taux de chômage diminue, la population pourra avoir un revenu et ces revenus-là vont leur permettre de satisfaire leurs besoins, ce qui conduit effectivement à lutter contre la pauvreté, donc le développement. Et je dis souvent aux élèves, si vous répondez à une question, prenez d'abord le temps de faire ce qu'on appelle la mobilisation des informations, c'est-à-dire de prendre les arguments qui vont vous permettre effectivement de montrer que la croissance conduit au développement et de bien de dire tout à l'heure que la croissance crée des emplois et c'est cette création d'emplois effectivement qui va conduire au développement qui se trouve être un premier argument. Deuxième argument, la croissance effectivement c'est l'augmentation de la production. Mais si la production augmente, mais les entreprises vont avoir un revenu, un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. La population aussi commence à travailler, donc il y a plus de revenus au niveau de l'économie. Mais ces revenus aussi vont être dépensés à travers l'achat de biens de consommation et on va payer des impôts. On va payer à la fois des impôts directs, mais aussi des impôts indirects. Au profit de qui? Au profit de l'État. Et on sait que tout à l'heure, j'ai dit qu'on est sous-développé parce qu'on manque d'infrastructures. Et pourquoi on manque d'infrastructures? Parce que l'État a du mal à les construire. Donc si toutefois l'État se voit attribuer plus de ressources, mais par conséquent, l'État va être en mesure de construire plus d'infrastructures et ces infrastructures vont participer effectivement à l'accès aux services sociaux de base. Parce que pourquoi on a du mal à s'en sortir? Parce que regardez, au lycée Limamoulaye, on a des classes de 50, même 50 c'est acceptable. En série L, on a des classes de 80, 90 élèves. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un département où après il y a 3 ou 4 lycées, pour une population hyper importante. Si on parvenait à avoir plus de lycées, mais c'est sûr que l'effectif des classes va être au niveau de 25-30, et là, la formation va être de qualité, et là, la jeunesse va être bien formée, et là, ils vont avoir un emploi et subvenir à leurs besoins. Donc la croissance va participer à cela, parce que la croissance va donner à l'État les moyens de construire ces infrastructures-là, et ces infrastructures vont participer à l'amélioration des conditions de vie des populations, et si tel est le cas, effectivement, la pauvreté va reculer, et cela va participer effectivement à l'atteinte du développement. Deuxième argument. Premier argument, la lutte contre le chômage. Deuxième argument, la construction des infrastructures. Troisième argument, lorsqu'on réalise une croissance économique, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir beaucoup plus de richesses. Et ces richesses vont participer davantage au dynamisme de l'économie. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un avait 5 000 francs, il est le seul à travailler dans la famille. Mais c'est sûr que les 5 000 francs vont être amenés au marché pour acheter peut-être 2 poissons, 2 carottes, 2 manioc, etc., etc. Mais si, par exemple, il y a 2 gosses ou 3 gosses qui commencent à travailler, c'est sûr que la dépense quotidienne va augmenter. Si, par exemple, on suppose que la dépense quitte 5 000 francs pour aller vers 15 000 francs, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup plus de dépenses de consommation effectuées par le ménage, qui va non seulement satisfaire ses besoins, mais aussi permettre aux vendeurs de légumes qui se trouvent au marché d'avoir beaucoup de chiffres d'affaires et cela va impacter globalement au niveau de l'économie. Donc la croissance va renforcer l'économie et cela va permettre à tous les secteurs de se développer et là, ça va participer au développement du pays. Donc dans ce cas, il faut comprendre qu'effectivement la croissance conduit au développement parce qu'effectivement elle a des avantages et c'est ces avantages même qui participent au développement. Mais attention, dans toute chose, il y a des limites. Et malheureusement aussi la croissance a des limites. Et pour nous, pays en développement, on est d'accord sur le fait qu'on a la croissance. Surtout au Sénégal, avant la Covid, on avait un taux de croissance de 6,2% ou 7,2%. C'était un taux de croissance assez important. Mais pourquoi cette croissance ne nous profite pas
Parce que malheureusement, c'est une croissance qui est portée par des entreprises étrangères, pour la plupart du temps. Et si la croissance est portée par des entreprises étrangères, malheureusement, les ressources ou bien les revenus supplémentaires générés par cette croissance seront rapatriés vers les pays d'origine. Et là, ça ne pourra pas profiter à nos économies et malheureusement, ça va nous renforcer dans la pauvreté. Cela veut dire quoi? La croissance va renforcer les inégalités entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que les richesses issues de la croissance vont profiter beaucoup plus aux riches au détriment des pauvres. Et là, ça ne lutte pas contre la pauvreté et donc ça va freiner le développement. Deuxième limite liée à la croissance. La croissance, comme on a dit tantôt, c'est l'augmentation de la production. Lorsque la production augmente, mais il faut avoir des matières premières. Où se trouvent les matières premières? Les matières premières se trouvent au niveau de l'environnement ou bien au niveau du sous-sol. Donc plus on produit, plus on exploite les matières premières, plus on impacte négativement sur l'environnement. Et au bout du compte, on pourra arriver à un moment où les gens auront du mal à pouvoir s'épanouir. Pourquoi? Parce que l'environnement est détruit, les conditions de vie se sont détériorées et malheureusement, cela va impacter négativement sur le bien-être des populations, ce qui va retarder le développement. Troisième inconvénient, lorsqu'on veut réaliser la croissance, on cherche à augmenter la production. Et effectivement, l'augmentation de la production va nécessiter des investissements. Et généralement, les investissements sont beaucoup plus orientés vers les machines au détriment des hommes. Donc, plus on investit, plus on favorise les machines, et là, les hommes vont faire leur emploi, et donc on aura un chômage de masse qui va se traduire par une perte de bien-être au niveau des populations. On est d'accord? Et tous ces éléments, au lieu de conduire vers le développement, vont retarder le processus de développement car ils vont impacter négativement sur les conditions de vie des populations, faisant ainsi que la croissance est insuffisante pour conduire au développement. Et je dis souvent aux élèves, maîtriser la relation entre la croissance et le développement, c'est à peu près la même chose de la relation entre la croissance et la pauvreté. Parce que le sous-développement, c'est un phénomène qui dépend en réalité de la pauvreté. Si on lutte contre la pauvreté, on atteint le développement. Donc si on atteint le développement, c'est parce qu'on a pu résoudre le problème de la pauvreté. Donc c'est les mêmes arguments qui montrent qu'effectivement la croissance conduit au développement et c'est ces mêmes arguments qui montrent encore que la croissance est un moyen de lutte contre la pauvreté. Donc maîtriser la relation croissance-développement revient exactement à maîtriser et comprendre la relation entre la croissance et la pauvreté. Donc dans ce cas, comprenez qu'effectivement la croissance pour lutter contre la pauvreté, donc elle est un facteur de développement. La croissance est insuffisante pour lutter contre la pauvreté, donc elle peut être aussi insuffisante pour conduire au développement. On est d'accord? Donc sur ces points-là, voilà les éléments essentiels sur lesquels je voulais revenir. Et bon, aussi donner quelques conseils par rapport à cette partie, surtout les notions de définition. Et je dis souvent, en matière de définition, il n'y a pas de connaissance. C'est la mémorisation. L'élève doit se contenter de mémoriser les termes clés, croissance, développement, IDH, croissance intensive, extensive, etc. Tous ces termes-là que vous avez déjà appris, qu'il faudra revoir. On est d'accord? Maintenant, au-delà de la croissance et le développement, je dois aussi vous tenir sur un peu le sous-développement, qui me semble être le thème le plus important pour moi. Pourquoi? Parce que il suffit juste de connaître le Sénégal pour maîtriser le sous-développement. On n'a même pas besoin d'apprendre ces leçons. Oui, on est au Sénégal, on sait c'est quoi le sous-développement. On est d'accord? Et cela se comprend parfaitement. Au niveau du sous-développement, il y a trois parties ou bien il y a trois sections majeures que vous pouvez comprendre. La première section, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques ou manifestations du sous-développement. Je dis souvent aux élèves, ne vous fatiguez pas à mémoriser le cours. On vous dit caractéristiques du sous-développement, ça veut dire comment on reconnaît un pays développé, un pays sous-développé. Mais il faut regarder le Sénégal. Tout ce que vous voyez au Sénégal, c'est une caractéristique du sous-développement. La corruption. Ça, c'est une caractéristique du sous-développement, n'est-ce pas? Le manque d'infrastructures, le niveau de chômage élevé, la croissance démographique, donc la forte présence des entreprises étrangères, l'écart important entre le PIB et le PNB. Tout cela, c'est des informations qui sont au Sénégal. Le niveau d'endettement très élevé. Regardez au Sénégal. Tout ce qu'on a de merveille a été financé par l'emprunt. Le TER, le BRT, le SAT, Blaywad. Il y a pas, même nos maisons même ont été financées par emprunt, même si c'est des banques étrangères. Autrement dit, c'est des économies où le niveau d'endettement est très élevé. C'est la raison pour laquelle on les appelle très souvent les pays pauvres, très endettés. Donc, rappelez-vous que si vous parvenez à maîtriser 3 caractéristiques ou 4 caractéristiques du sous-développement, vous pouvez répondre à la question. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, au niveau des caractéristiques, on pouvait avoir un thème sur les caractéristiques, comme aussi vous pouvez avoir un thème sur les facteurs explicatifs du sous-développement.
Mais comprenez que aussi, attention, le mot caractéristique peut être remplacé par le mot manifestation. Comment se manifeste le sous-développement? C'est la même chose que quelles sont les caractéristiques du sous-développement. Et vous pouvez identifier à la fois des caractéristiques économiques, mais aussi des caractéristiques sociales. Et l'économique, c'est lié à l'activité économique. Comme par exemple, on a le dualisme, on a ce qu'on appelle par exemple la désarticulation, on a ce qu'on appelle la forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, on a le niveau d'endettement très élevé. Au niveau social, c'est par rapport à la population. Niveau de chômage très élevé, pression démographique, faible accès aux services sociaux de base, taux d'analphabétisme, niveau de chômage élevé, etc. Et là, ça rime exactement avec la situation du Sénégal. Et si vous oubliez votre cours, pensez au pays et vous allez avoir des arguments. On est d'accord? Bien, l'autre élément est que dans toutes choses, il y a des causes, et c'est ces causes-là qu'on appelle les facteurs explicatifs du sous-développement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine du sous-développement? Le sous-développement est dû à deux facteurs, ou bien à deux groupes de facteurs. Et là, il faut le comprendre aussi d'un point de vue individuel. Certains sont pauvres parce que malheureusement, ils ont eu la malchance d'être issus d'une famille pauvre. Ça se comprend, hein? Parce que lorsqu'on est pauvre, on aura beaucoup plus de difficultés à s'en sortir comparativement à un enfant qui naît dans une famille relativement stable ou relativement riche. Donc, la pauvreté est d'une part interne, mais elle est aussi d'autre part externe. Parce que tu peux voir un enfant qui est né dans une famille très riche, son papa a beaucoup de maisons, beaucoup de comptes bancaires, mais malheureusement à l'âge de 5 ans, 10 ans, le parent décède. Mais cet enfant-là est issu d'une famille riche. Mais si les frères ou bien les sœurs de ses parents prennent son héritage, mais dans ce cas, cet enfant-là, s'il devient pauvre, ce n'est pas à cause de son parent ou bien à cause de lui-même, mais à cause des autres. C'est les autres qui l'ont exploité, qui ont abusé de son héritage pour le placer dans ce système-là. Ce qui veut dire quoi? Le sous-développement est dû d'une part à des facteurs internes, mais d'autre part à des facteurs externes. Interne, c'est par rapport à nous. Externe, c'est par rapport à nos rapports vis-à-vis de l'extérieur, tels que la domination, l'exploitation, le pillage de nos matières premières, la colonisation, l'esclavage, etc. Et j'ai un exemple que j'aime bien. Vous savez, vous savez, l'esclavage, durant la période de l'esclavage, ce n'était pas M. Babel qui dit pourquoi les Américains sont costauds? Ce n'est pas parce qu'ils sont costauds, hein? C'est parce que malheureusement, la bonne graine a été pillée pour être amenée aux États-Unis, dans les pays développés. C'est pourquoi ils sont assez costauds comparativement à nous, les Sénégalais, parce que malheureusement, on est d'accord? Donc, au-delà de ça, heureusement, il y a ce qu'on appelle des solutions, qu'on appelle encore les stratégies de développement. Et les stratégies, on a identifié plusieurs stratégies, mais moi, en ce qui m'intéresse, je vais beaucoup plus me focaliser sur la dette extérieure et les idées. Parce que quand même, il y a la stratégie agricole et aussi il y a la stratégie industrielle, mais pour des soucis de temps, malheureusement, je vais beaucoup plus m'appesantir sur la dette extérieure et les idées. Vous savez, la dette extérieure aussi, ça s'applique par rapport au Sénégal. Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il a fait certaines choses comme dans le pays. Mais à quel prix? C'est ça le point d'interrogation. Pourquoi la dette extérieure est une stratégie ou bien un moyen pour nous permettre d'atteindre le développement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sous-développés parce que nous avons des difficultés. Et pourquoi on a ces difficultés? Parce qu'on n'a pas les moyens de les résoudre. Et le fait de se tourner vers l'extérieur à travers la dette extérieure va nous permettre d'augmenter les ressources au niveau du pays. Et ces ressources supplémentaires dans le pays vont nous permettre effectivement de pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Parce que rappelez-vous, on est sous-développé parce qu'on manque d'infrastructures. Et pour avoir des infrastructures, il faut que l'État puisse les financer. Si malheureusement l'État n'a pas les moyens, il aura du mal à les financer et par conséquent, il est obligé de se tourner vers l'extérieur pour recourir à des emprunts externes et par conséquent, financer les infrastructures. Et c'est dans cette logique que nos États s'endettent au niveau de l'extérieur pour pouvoir financer nos infrastructures. Et je pense que peut-être beaucoup parmi vous ont pris le BRT. En tout cas, je me dis aux États-Unis. Parce que c'est hyper moderne, hyper silencieux et assez confortable. Et d'ailleurs, il faut savoir que nous avons parmi les réseaux BRT les premiers au monde. Le Sénégal est le pays qui a le premier BRT 100% électrique au monde. Nous sommes le premier au monde. Les autres, ils avaient le BRT, mais c'était des BRT hybrides. Nous, on a un BRT 100% électrique. Nous sommes le premier. Le TER qu'on a, ce TER est beaucoup plus moderne que le TER de la France. Le TER qu'on a, les rames qu'on a ici au Sénégal sont beaucoup plus modernes que les TER qui sont en France. Parce que ça, c'est les rames de dernière génération. On est d'accord? Le stade Ablaye de Kona. Mais ça, c'est les stades de rang mondial. Donc, ça veut dire quoi?
la dette extérieure a permis effectivement aux États en développement comme le Sénégal de pouvoir financer des infrastructures et ces infrastructures profitent vraiment aux populations. Un autre exemple, l'autoroute à péage, il est à Touba. Moi, je me rappelle, c'est pas si loin que ça, au Magal de Touba, on faisait des heures, 10 heures, 15 heures de route pour aller à Touba. Maintenant, regardez, sans Magal, mais 1h30 avec un bon véhicule, 1h30, 2 heures, on est à Touba. C'est parce qu'on a eu un endettement extérieur qui nous a permis de construire les infrastructures. Et aussi, pour nous qui habitent à Kaolack, on aura bientôt aussi notre autoroute à péage, et parce que c'est bientôt fini, Inch'Allah, ça sera inauguré en 2026. Donc, la dette extérieure participe très favorablement à la lutte contre la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cela donne à l'État les moyens de pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais attention, qui dit endettement dit remboursement. Donc, à quel prix? Voilà, c'est ça la question. Donc, si on s'endette à un niveau très élevé et que malheureusement les fonds empruntés ne sont pas bien investis ou bien ne génèrent pas les ressources nécessaires pour nous permettre de pouvoir rembourser, ça va causer des problèmes. Et généralement, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Nous savons que le tabaski ren bi woné nako tabaski bo xamné man dem na ba samedi vendredi do xamné subul tabaski tellement da gué vendredi goudi la do xamné samedi moy tabaski. Alors qu'en étant enfant, c'était un mois à l'avance qu'on sentait la tabaski parce que les choses bougeaient. Mais présentement, la vie est tellement dure parce que l'État est obligé de serrer la ceinture parce qu'on a un niveau d'endettement très élevé et on aura du mal à continuer à s'endetter. Et donc, il faudra vraiment recadrer les finances publiques. Donc, un niveau d'endettement très élevé peut avoir des conséquences négatives au niveau de l'économie d'un pays. Pourquoi? Parce que ça va empêcher à l'État de pouvoir répondre davantage aux besoins de la population et cela va contribuer effectivement à renforcer la pauvreté. Donc, la dette est une solution pour le développement. Pourquoi? Parce qu'elle parvient à financer le développement, mais aussi elle est insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi des limites. Et là, il faut aussi connaître les notions de service de la dette, les notions d'encours de la dette, de taux d'endettement, ratio d'endettement, etc., etc. Parce que ça, c'est des notions importantes par rapport à la dette extérieure. Et à côté de la dette extérieure aussi, il y a un autre thème qu'on peut prendre, qu'on appelle les investissements directs étrangers ou les IDE. Les IDE, il faut le voir comme un investissement, parce que d'ailleurs, ça s'appelle investissement direct étranger. Tout avantage que vous pouvez observer au niveau d'un investissement, ce même avantage pourrait être observé au niveau des IDE. Toute limite liée aux investissements peut être aussi observée au niveau des IDE, parce que les IDE ne sont rien d'autre qu'un investissement. La différence, c'est quoi? Un IDE, généralement, il vient de l'extérieur parce qu'on dit investissement direct étranger, alors qu'un investissement peut être interne sans pourtant faire appel à des ressources externes. Mais les mêmes conséquences que vous pouvez noter au niveau des investissements, ce sont les mêmes conséquences que vous pouvez noter au niveau des IDE. Bon, j'ai un peu résumé le truc parce qu'il y a un souci de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je ne veux pas que la chose puisse tirer à longueur, raison pour laquelle j'ai un peu été très bref. Mais voilà, si vous avez des questions, vous devez les poser, mais en attendant, on va donner la parole aux autres. Merci beaucoup. On ne peut pas vous donner un sujet ou bien un thème sans que ce thème-là ne soit rattaché à la croissance économique et au développement. Parce que comme il venait de le dire, nous sommes au Sénégal, nous sommes des Sénégalais. Le Sénégal est un pays pauvre. Le Sénégal est un pays pauvre. Donc il va être très intéressant à ce qu'on essaie d'étudier par quelle voie et moyens on pourrait mettre en place pour aller vers cette croissance-là et ce développement. C'est la raison pour laquelle tous les thèmes qui sont dans le programme sont rattachés à la croissance et au développement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de croissance sans pour autant parler de développement. C'est la raison pour laquelle, si on veut étudier, en tout cas, si on veut comprendre les notions de croissance et de développement, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de la croissance économique. Ce qui est à la base de la croissance économique, c'est ce qui est à la base de la production. Parce que la production est le socle, ou bien est en tout cas une nécessité pour aller vers cette croissance économique. Parce qu'on dit souvent que la croissance, selon François Pérou pour ne pas le citer, c'est l'augmentation sur une ou plusieurs périodes longues du produit global réel par habitant d'une nation. Mais quand François Pérou évoque cet indicateur-là sur le produit global réel par habitant, il avait une crainte. Cette crainte serait la croissance économique, pour lui, ne serait significative que lorsqu'elle est supérieure à la croissance démographique. Parce que pour des économistes comme François Pérou ou Malthus, ils considèrent que la population pourrait être un facteur de blocage à la croissance économique.
C'est la raison pour laquelle, dans ses propos, pour ne pas le citer encore une fois, Malthus disait, quand un homme est né au monde, s'il ne lui est pas possible d'obtenir la moindre part de subsistance, et si la société n'a nul besoin de son travail, il n'a absolument aucun droit de réclamer aucune nourriture sur terre. En réalité, il est de trop. Je ne l'ai pas dit, c'est Malthus qui le dit. Plus loin, il dit, la table du pauvre est vide alors que son lit est fécond. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut, quand on parle de croissance économique, qu'on puisse comprendre un certain nombre de relations. Quelles sont ces relations-là? Croissance économique et développement. Il faut impérativement que l'élève comprenne cela. Croissance économique face au développement durable. Il faut impérativement que l'élève comprenne ça. Croissance économique face aux inégalités sociales. Il faut impérativement que l'élève comprenne ça. Croissance économique face à une économie extravertie. C'est la raison pour laquelle, dans le sujet portant sur la croissance économique, il faudrait qu'on soit logique d'abord dans la méthodologie. Oui, la croissance entraîne le développement. Mais, c'est ça la méthodologie. Oui, dans une première partie, la croissance entraîne le développement. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui justifient que la croissance est une nécessité par rapport au développement. Mais dans la deuxième partie, on va dire, attention, attention, une croissance qui est moins rapide qu'une croissance démographique est une croissance qui ne serait pas significative. Et là, on va donner raison à Malthus, on va donner raison à François Pérou, qui évoque la donne démographique et qui serait un facteur de blocage à la croissance économique par rapport à ces types de pays-là qui sont considérés comme étant des pays sous-développés, mais qui se caractérisent par une croissance exponentielle de la population. Mais quand la croissance de la population est plus rapide que celle de la production, il peut y avoir croissance économique, mais cette croissance économique ne serait pas significative parce que toutes les retombées de la croissance économique vont être consommées par cette forte population. Premier cas. Deuxième cas, on a une croissance, mais que la croissance est obtenue dans un pays où l'économie est extravertie. Mais toutes les retombées de la croissance économique vont être rapatriées dans le pays d'origine de ces entreprises étrangères-là qui gèrent l'économie. C'est ça qu'on appelle la dépendance économique. Mais cette dépendance économique va créer une croissance extravertie au point que la croissance qu'on aura dans les pays en développement ne va pas se faire sentir. Donc cette croissance-là qui est face à une économie qui est extravertie ne sera pas une croissance significative. Je suis toujours dans la deuxième partie, les limites. La croissance face au développement durable. Oui, il l'a bien dit. Il y a ce sujet-là que j'aime bien. La croissance économique est-elle compatible avec le développement durable? Oui et non. Oui, la croissance est compatible avec le développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable a trois dimensions. Il y a la dimension économique avec tout ce qui est croissance. Il y a la dimension sociale avec les inégalités sociales, chômage, etc. Mais là, il y a la dimension la plus intéressante qui est très actuelle, c'est la préservation de l'environnement qui est la dimension environnementale. Parce que les économistes disent souvent, toute croissance de la production est croissance des destructions. Parce que quand vous produisez ipso facto, vous allez détruire l'environnement. Mais le développement durable ne rime pas avec la destruction environnementale. Le développement durable rime avec la préservation de l'environnement. Maintenant, au niveau de cette deuxième partie-là, il faut se poser la question, comment produire et respecter l'environnement? Maintenant, comment produire et respecter l'environnement? Mettre en œuvre un certain nombre de canevas, mettre en œuvre un certain nombre de solutions pour que les entreprises puissent produire tout en respectant l'environnement. Et quand elles respecteront l'environnement, elles vont être en phase avec les principes du développement durable. C'est la raison pour laquelle les autorités publiques aujourd'hui parlent de responsabilité sociétale de l'entreprise. Les autorités publiques aujourd'hui parlent de quoi? Parlent des écotaxes. Les autorités publiques aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle du PIB vert, parlent des énergies renouvelables. En tout cas, parlent d'un certain nombre d'actions qu'on pourrait faire pour produire, parce qu'on ne peut pas être là et ne pas produire. Sinon, on ne va pas aller vers la croissance, on ne va pas aller vers le développement. Parce qu'il y a aujourd'hui un concept qu'on appelle la hantise du développement. Nos États sont tellement sous-développés, comme il vient de le dire, ce sont des États pauvres, très endettés. Ils sont tellement obsédés par le sous-développement qu'on parle aujourd'hui de la hantise du développement. Maintenant, cette hantise du développement va pousser un certain nombre d'États à, en tout cas, aller vers la production, mais cette production va toujours être fatale à l'environnement. Donc, est-ce que la croissance est une condition nécessaire au développement? Oui, cette croissance-là est une condition nécessaire au développement. Mais attention, il faudrait mettre en œuvre un certain nombre de conditions pour que les États puissent aller vers la croissance et le développement, mais tout en respectant l'environnement, tout en faisant en sorte que cette croissance-là soit une croissance endogène et inclusive, mais tout en ne pas gaspiller les ressources, mais tout en ne pas créer des inégalités sociales. Comme il venait de le dire tout à l'heure, nous sommes dans un système capitaliste.
Nous sommes dans un monde libéral. Je dis souvent à mes élèves, le monde libéral et le système capitaliste, c'est le cotise pas, n'yatche pas. Les libéraux ne sont pas d'accord à ce que des revenus puissent être distribués à des personnes qui n'auraient pas fait d'efforts dans la création des richesses. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, qui ont une forte croissance économique, mais ils ne sont pas classés selon la Banque mondiale dans la catégorie des pays développés. Pourquoi? Parce que la croissance, ils l'ont, mais la croissance a généré des inégalités sociales. Parce que la croissance est accaparée par une minorité, créant ainsi ce qu'on appelle des inégalités sociales. Parce que la croissance est là, elle est portée par des entreprises étrangères. Parce que la croissance est là, mais elle n'a pas permis aux populations de subvenir à leurs besoins. C'est ça qu'on appelle l'homme ne meurt pas, il se tue. Parce qu'on a tellement produit, l'homme a tellement produit que les conditions se sont détériorées. L'homme a tellement produit qu'on dit souvent l'homme ne meurt pas, il se tue. Donc la croissance a permis à un certain nombre de populations de voir les conditions de vie se détériorer. Donc voilà de façon vraiment ramassée, pour ne pas tirer en longueur, ce que je pouvais dire par rapport à cette partie-là, qui est déjà bien faite par les éminents professeurs qui sont autour de moi. On vous donne la parole pour des questions concernant ce thème-là. Et très rapidement. Le PIB vert. Ah ok, d'accord. Oui, les autres? On a deux questions. Ok. Est-ce qu'il y a un consensus sur... Ok. Oui, c'est bien. Ok. La différence entre barrière tarifaire et barrière non. La première question est de savoir c'est quoi le PIB vert. D'abord, votre attention s'il vous plaît, on reprend. Sama gars, vous êtes prêts? Ah. Xale bu pare rek moom lañuy expliquer lu muy bavarde ko moom pare na non man monsieur man lii mën naa ko pare waaye ku mënagul day déglu pour xam li ñuy wax. On est d'accord? Bien. Donc, la première question, effectivement, c'est quoi le PIB vert? D'abord, il faut comprendre le terme vert. Veut dire quoi? C'est un terme... Oui? L'écosystème, oui. Donc, c'est l'environnement, exactement. C'est tout simplement un terme pour faire référence au respect de l'environnement. Le PIB vert, ce sera effectivement de la richesse qui a été produite en tenant compte du respect de l'environnement. Comme vous l'entendez, le PIB, c'est l'ensemble de la richesse créée à l'intérieur du pays par les résidents. Si toutefois cette richesse a été créée en tenant compte des équilibres environnementaux, par conséquent, cela se traduit par un PIB vert, c'est-à-dire de la richesse qui a été produite dans un pays en respectant les normes environnementales. On est d'accord? Bien. Maintenant, c'est quoi la croissance extravertie? Là, c'est des termes clairs que l'élève doit apprendre. Croissance extravertie, croissance intensive, extensive, etc. Le mot extraverti renvoie à l'extérieur. Donc, c'est la croissance qui a été réalisée à partir des échanges avec l'extérieur. C'est comme un pays comme la Chine. C'est un pays qui, la croissance nationale est portée en grande partie par ses échanges avec l'extérieur. Donc, la croissance extravertie, c'est une augmentation de la production réalisée dans un pays à partir de ses échanges avec l'extérieur. On est d'accord? Bien. Maintenant, il y a une question qui dit aussi, la dette favorise-t-elle le sous-développement? Ah oui, ça favorise le sous-développement. Hein? Moi, je donne un exemple très simple. Il y a quelqu'un qui travaille vraiment,